L'année 80 a commencé sur une bien étrange note. La crise iranienne stagne. Il s'en est ajouté une autre dans la semaine qui allait de la Noël au Nouvel An, en Afghanistan cette fois. Une question est posée ici et là. Y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Cette question, c'est la première fois qu'elle est posée de façon aussi claire et avec autant d'inquiétude depuis 17 ans et 3 mois. En fait, depuis cette crise qui avait provoqué la découverte de missiles soviétiques à Cuba. C'est en fait que les deux événements, l'Iran et l'Afghanistan, mettent en cause les deux grands, les deux superpuissances que sont les États-Unis et l'Union soviétique. Et ils les mettent en cause dans une région du monde qui renferme une partie importante de ses réserves de pétrole. La guerre du pétrole, la guerre pour le pétrole, qui était jusqu'à maintenant économique, risque ainsi de déborder sur le plan militaire. Mais avec cette possibilité, c'est en fait tout l'ordre mondial, un ordre qui était issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui est remis en question. 1945. Le monde s'apprête à sortir d'un cauchemar. On peut croire, puisqu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, on peut croire que cette fois, la leçon aura été comprise. Il y a des millions de morts, la famine un peu partout, les ruines qui envahissent le centre même des villes. On va donc s'asseoir pour négocier à Yalta. Winston Churchill pour la Grande-Bretagne, Franklin Roosevelt pour les États-Unis, un président qu'on dira par la suite diminué. Finalement, Joseph Staline, le numéro 1 soviétique. On se partage le monde puisqu'on l'a pacifié ensemble. Et on le fait dans un esprit de solidarité, de coopération. Le vernis craque vite, très vite même. L'Europe est pacifiée, c'est un fait. Mais il s'agit maintenant de savoir qui y exercera le pouvoir. Le combat est politique, en France, en Italie notamment, où les communistes participent au gouvernement. Il se fait aussi sur le terrain, dans les maquis. C'est le cas en Grèce en 1947. L'Union soviétique y appuie les forces de gauche qui risquent de remettre en question l'ordre et les frontières sur lesquelles on s'est entendu à Yalta. Tout s'enchaîne. 1947 toujours. Harry S. Truman, qui a succédé au président Roosevelt mort en fonction peu après Yalta, décide de réagir. Il proclame ce qu'on appelle la doctrine Truman, celle du containment. L'Union soviétique doit demeurer sur les positions qu'elle occupe. On ne lui permettra pas de grignoter l'Ouest, pays par pays. Deux choses en découlent. On va accentuer la présence militaire américaine en Europe de façon à pouvoir y défendre les régimes qui y sont menacés. Puis on va permettre aux pays européens de se défendre eux-mêmes et pour ce faire, de se reconstruire. Ce sera le plan Marshall. La situation est effectivement dramatique. Le quart, le tiers, parfois même la moitié des villes ont été détruites. Et on a toujours, 2 ans après la fin de la guerre, des difficultés à loger, mais aussi à nourrir les populations. Les Américains offrent de l'aide à tous les pays européens, ceux du camp socialiste inclus. Joseph Staline refuse. Ce n'est pas une rupture diplomatique, c'est une rupture de fait. Il y a désormais l'Est et l'Ouest. Entre les deux, le rideau de fer. 1949, c'est la révolution chinoise. Mao Tse-tung entre à Pékin et enchasse les troupes du Kuomintang, dirigées par Chiang Kai-shek. 800-900 millions d'habitants, le quart de la planète déjà, basculent dans le camp communiste. Il faudra bien 15 ans avant qu'on sorte aux États-Unis de la paranoïa qui en découle et qu'on admette que la réalité n'était pas si simple que certains démagogues le laissaient croire. Autre événement, début des années 50. Un événement qui renforce lui aussi la paranoïa. C'est cette fois la guerre de Corée. Les Américains et leurs alliés, dont les Canadiens, réagissent militairement contre ce qu'ils considèrent comme une agression communiste. Agression menée conjointement, disent-ils, par l'Union soviétique et la Chine. La guerre froide fait rage. Dans les pays de l'Ouest, on dénonce les communistes ou les sympathisants communistes. C'est la chasse aux sorcières. En 1952, le général Eisenhower prend le pouvoir aux États-Unis. Il n'approuve pas les excès anticommunistes d'hommes comme le sénateur McCarthy, mais il ne s'y oppose pas très fortement. 1956, les Soviétiques interviennent militairement une première fois. Ils le font pour réprimer un mouvement de libéralisation en Hongrie. La condamnation à l'Ouest demeure morale.
la Hongrie fait partie de la zone d'influence soviétique. Cela a été tranché à Yalta. Fin des années 50, début des années 60. Les événements s'enchaînent, les personnalités se bousculent. Il y a l'affaire du U-2, l'avion espion américain abattu au-dessus du territoire soviétique. Il y a Berlin, cette ville qui témoigne mieux que toutes les autres de l'ordre qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands de l'Est, pour ne pas dire les Soviétiques, y construisent un mur, le mur de la honte, pour empêcher leurs citoyens de s'enfuir à l'Ouest. Puis il y a ou il y aura bientôt Cuba, où Fidel Castro a pris le pouvoir à la fin de la décade. Quant aux personnalités, ce sont surtout Nikita Khrouchtchev, puis du côté américain, le général Eisenhower et John F. Kennedy qui le remplacent après l'élection de 60. C'est le sommet de la guerre froide. Monsieur K, comme on dit, croit pouvoir intimider les Américains. Il le fait sur toutes les tribunes disponibles, notamment celle des Nations Unies. On invente une expression qui, à elle seule, fait frémir, l'équilibre de la terreur. Américains et Soviétiques disposent d'armes nucléaires. Leur stock augmente année après année. Ils sont en mesure de se détruire et de détruire toute la planète en quelques heures. Octobre 1962. Les Américains découvrent des missiles soviétiques à Cuba, à 90 000 à peine de leur côte. On est cette fois au bord d'une troisième guerre mondiale. Les Soviétiques reculent. Les Américains avancent. La main de la CIA va se faire sentir dans plusieurs pays, notamment le Brésil, le Ghana, la Grèce. Et il y aura 2 interventions militaires américaines, en 1965 en République dominicaine, puis pendant presque toute la décade au Vietnam. Pourtant, malgré le Vietnam et malgré la Tchécoslovaquie où les Soviétiques interviennent militairement en 1968, les 2 grands apprennent à se parler. C'est le début de ce qu'on appelle la détente. On va tenter non pas de réduire, mais de limiter la croissance des armes nucléaires. Ce sera SALT I, puis SALT II, et qui est aujourd'hui remise en question. Puis on va développer les échanges économiques. Esprit de l'époque. Les 2 camps sont matures. Ils ont des intérêts divergents, cela va de soi. Mais ils en ont aussi un en commun. Maintenir un ordre international qui leur assure la sécurité et la croissance. Et ils sont prêts, tous les 2, à en payer le prix. Donc, à ne rien faire qui compromette vraiment cet ordre. C'est cet esprit qui est aujourd'hui battu en brèche. Il était menacé depuis quelques années déjà par la présence de soldats cubains en Angola et en Éthiopie, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Mais on pouvait encore se faire illusion. Les événements d'Iran et surtout l'intervention directe de soldats soviétiques en Afghanistan, intervention qui a été faite entre Noël et le Nouvel An, ne le permettent plus. On connaît bien sûr les faits. Ils nourrissent nos bulletins quotidiens de nouvelles depuis plus de 2 mois dans le cas de l'Iran, depuis 3 semaines dans celui de l'Afghanistan. Et il continuera à en être ainsi. L'espace d'un week-end, les Nations Unies sont redevenues ce lieu privilégié qu'on surveillait avec attention, avec même une certaine angoisse, lors des grandes crises des années 60. C'est qu'il y avait débat au Conseil de sécurité sur l'Iran et sur la possibilité d'adopter des sanctions économiques à l'égard de ce pays. Qu'il y avait également en même temps débat à l'Assemblée générale sur l'intervention soviétique en Afghanistan. Nous sommes donc allés à New York. Ce samedi 12 janvier, nous sommes à la mission des États-Unis, un édifice d'une dizaine d'étages situé face au siège social des Nations Unies. L'ambassadeur Vanden Heuvel est le numéro 2 de cette délégation. Pour lui et pour son pays, cette affaire constitue une priorité. L'intervention soviétique en Afghanistan se distingue nettement des interventions passées de l'URSS. Pour la première fois, l'Union soviétique envahit militairement un pays situé en dehors de ce qu'il est convenu d'appeler le bloc socialiste de l'Est. Pour la première fois, une intervention soviétique met en cause un pays du tiers-monde, appartenant au bloc des non-alignés.
Pour la première fois, l'armée soviétique occupe un pays musulman et en renverse le gouvernement légitime. Et ces différences sont lourdes de conséquences pour la fin du siècle. Justement, parlons-en de ces conséquences. Un exemple, vous avez peut-être entendu un discours du délégué nigérien devant l'Assemblée générale, par lequel il condamne de façon non équivoque l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Il y dit en gros que, jusqu'à ce jour, l'Union soviétique était le meilleur allié du tiers-monde, appuyant partout dans le monde les mouvements de libération nationale. Évidemment, nous avons toujours su que l'Union soviétique agissait de cette manière non pas tant par ardeur révolutionnaire que par souci politique de gagner l'amitié et le soutien du tiers-monde. Maintenant, l'Union soviétique se révèle être en fait l'ennemi des pays tiers-mondistes. Une demi-heure plus tard, le numéro 1 de cette même diplomatie américaine, l'ambassadeur McHenry, est à la tribune de l'Assemblée générale. L'Afghanistan, État souverain non aligné, a été occupé par les troupes soviétiques en violation du principe juridique international selon lequel aucun État ne peut intervenir par la force dans les affaires intérieures d'un autre État. L'Afghanistan a vu son gouvernement renversé et remplacé par un régime choisi par l'Union soviétique en violation du droit qui appartient à toute nation, à tout peuple, à l'autodétermination. Ce que disent les Américains est donc très clair. Il n'y a pas, à court terme, risque de guerre. Mais la situation pourrait se dégrader rapidement si on y prend garde. N'ayons pas peur des mots, c'est la fin de la détente, non? Je dirais plutôt que c'est la fin d'une détente, de la détente des Nixon et Kissinger. Nous assistons présentement à la naissance de relations plus réalistes avec l'Union soviétique, où nous comprenons enfin que leurs engagements tiennent aussi longtemps que leur soi-disant intérêt national n'est pas en jeu. C'est pourquoi il est maintenant essentiel pour toutes les nations du monde libre, Europe de l'Ouest, Canada, États-Unis, Japon, de bien cerner les objectifs réels de l'Union soviétique. Cette réévaluation modifiera en profondeur notre politique. That has to represent a major diversion from past policy.